Arrêtez ce que vous faites. On vous a menti. On vous a dit d'être gentil, mais on a oublié de vous dire la vérité. Dans l'arène sociale, votre gentillesse est une invitation au mépris. Ce qui va suivre va soit vous transformer à jamais, soit vous laisser enchaîner à cette faiblesse pour les 10 prochaines années. Le choix vous appartient. Vous connaissez ce sentiment, cette brûlure froide dans la poitrine, ce collègue qui s'approprie votre travail après que vous l'ayez aidé, cet ami qui n'appelle que pour un service puis disparaît, ce partenaire qui piétine vos limites parce qu'il sait que vous finirez par céder. Vous donnez et ils prennent. Vous vous pliez et ils vous brisent. Ce n'est pas de la malchance, c'est un schéma que vous avez autorisé. Et le pire, c'est le silence qui suit, le mépris invisible, ce sourire en coin qui signifie « je savais que tu étais facile », cette condescendance polie quand on ignore votre opinion dans une réunion. Chaque fois que vous avez été trop disponible, trop compréhensif, vous avez envoyé un signal clair. Vous avez crié sans un mot. « Je ne me respecte pas, alors servez-vous ». Vous pensiez construire des ponts, mais vous n'avez fait que montrer les failles dans votre forteresse. Ils sont partout, les opportunistes, les manipulateurs silencieux, ceux qui testent constamment les frontières. Pour eux, votre gentillesse n'est pas une vertu. C'est une ressource à exploiter, une porte ouverte sans serrure. Ils ne sont pas méchants. Ils sont simplement des prédateurs sociaux qui ont compris une loi que vous ignorez encore. Dans la chaîne alimentaire du pouvoir, la naïveté est la première des proies, et cela fait longtemps qu'ils vous ont repéré. Mais observez attentivement. Regardez ceux que l'on ne dérange jamais, ceux dont la parole a du poids, même lorsqu'ils se taisent. Ils ne sont pas forcément plus intelligents ou plus forts que vous. Alors, quel est leur secret? Ils n'ont pas éliminé leur gentillesse. Ils l'ont transformée en arme. Ils ont compris qu'elle ne doit jamais être donnée, mais distribuée avec une précision chirurgicale. Ils possèdent une connaissance qu'on vous a cachée. Pourquoi certains sont-ils toujours respectés sans dire un mot, alors que vous devenez une cible? La réponse est brutale. Ce n'est pas votre gentillesse qui est le problème, c'est votre ignorance de sa véritable nature. Vous la traitez comme un sentiment, ils la voient comme une ressource. Vous la donnez gratuitement. Ils la perçoivent comme une faiblesse à exploiter. La gentillesse n'est pas une vertu, c'est une arme. Et parce que vous ne savez pas la manier, elle se retourne constamment contre vous, créant le mépris que vous subissez chaque jour. Vous n'êtes pas une victime de leur méchanceté. Vous êtes la victime de votre propre naïveté. Il y a 500 ans, un homme a écrit les règles de ce jeu. Nicolas Machiavel n'était ni bon ni mauvais. Il était un observateur implacable de la nature humaine. Il a compris que le pouvoir ne répond pas aux intentions, mais aux perceptions. Une de ses leçons, traduite pour notre époque, est la suivante. Dans un monde où les loups se déguisent en agneaux, la bonté sans armure n'attire pas le respect. Elle attire l'appétit des prédateurs. Il a compris que les hommes oublient plus vite la mort de leur père que la perte de leur patrimoine. En termes modernes, cela signifie que votre gentillesse est une monnaie. Chaque fois que vous la dépensez sans réfléchir, vous dévaluez votre propre statut. Aider sans discernement, pardonner sans conséquence, donner sans réciprocité, ce ne sont pas des actes de bonté, ce sont des déclarations publiques de votre faible valeur. Vous montrez aux autres que votre temps, votre énergie et votre respect ne coûtent rien. Et ce qui ne coûte rien n'a aucune valeur. Le respect n'est jamais donné aux gens gentils. Il est accordé aux gens dont la gentillesse est une faveur rare et calculée, une récompense qu'il faut mériter. Ce que je vais vous révéler maintenant n'est pas une invitation à devenir cruel, c'est une invitation à devenir stratégique. Vous allez cesser d'être un livre ouvert que tout le monde peut lire et annoter. Vous deviendrez une forteresse. Votre gentillesse ne sera plus un défaut de fabrication, mais un choix délibéré, une arme que vous ne sortirez que pour ceux qui en sont dignes. Vous apprendrez à être respecté, non pas pour ce que vous donnez, mais pour ce que vous pourriez retenir. Vous deviendrez impénétrable, car votre bienveillance sera désormais un privilège et non un dû. Mais je dois vous avertir, une fois que vous aurez vu le monde à travers ce prisme, il n'y aura pas de retour en arrière. Vous ne pourrez plus ignorer les micro-agressions, les tests de limite, les manipulations déguisées en demande d'aide. Vous verrez les ficelles derrière chaque interaction sociale. C'est une connaissance qui vous isole de la masse naïve, mais qui vous donne un pouvoir qu'elle ne connaîtra jamais. C'est le prix à payer pour ne plus jamais être la proie. Le secret n'est pas dans ce qu'ils disent, mais dans ce que vous décidez de ne pas dire. Voici les 10 lames que vous allez apprendre à manier. Ce ne sont pas des théories, ce sont des mécanismes de pouvoir. Apprenez-les, intégrez-les,
et le monde ne vous regardera plus jamais de la même manière. Vous cesserez de réagir et commencerez à dicter les termes de chaque interaction. 1. Le principe du don calculé. Votre gentillesse est une monnaie. Cessez de la distribuer comme si elle était sans valeur. La psychologie humaine est câblée pour la réciprocité, mais seulement lorsque le don est perçu comme significatif et intentionnel. Un acte de bonté gratuit et systématique n'active pas la dette sociale. Il établit simplement une nouvelle norme où votre aide est attendue comme un dû. En calculant vos dons, vous transformez chaque acte de gentillesse en un investissement stratégique. Vous ne donnez pas pour être aimé, vous investissez pour être respecté, pour créer des obligations silencieuses et pour positionner votre aide comme une ressource rare et précieuse. Chaque « oui » doit avoir un but qui vous sert, directement ou indirectement. La charité aveugle est le luxe des saints et des imbéciles. Vous n'êtes ni l'un ni l'autre. Imaginez cette scène. 2 collègues ont besoin d'aide. L'un vous demande de relire son rapport interne, une tâche ingrate et invisible qui ne vous apportera rien. L'autre vous demande votre avis sur une diapositive de la présentation qu'il doit faire au comité de direction. Le naïf aide le premier par sympathie. Le stratège aide le second, sachant que son nom sera mentionné, même subtilement, dans une pièce où les décisions se prennent. Votre aide devient une démonstration de compétence devant un public pertinent. Avant chaque acte de bonté, posez-vous cette seule question. Quel est le retour sur investissement social pour moi? 2. L'armure de l'ambiguïté. 1. Livre ouvert est un livre sans valeur. La prévisibilité est la mort du pouvoir. Les gens ne respectent pas ce qu'ils comprennent entièrement. Ils respectent ce qui leur échappe, ce qui les force à réfléchir. En cultivant une part de mystère, vous obligez les autres à dépenser de l'énergie mentale pour vous déchiffrer. Cette incertitude crée une aura de profondeur et de contrôle. Ils ne savent jamais vraiment ce que vous pensez, ce qui vous motive, ou quelle sera votre prochaine action. 7. Imprévisibilité est une armure. Elle décourage les tentatives de manipulation, car un manipulateur a besoin de connaître vos failles et vos désirs pour les exploiter. Si vos motivations sont opaques, vous êtes une cible difficile à atteindre. Ne révélez que ce qui est nécessaire. Laissez vos actions parler, mais gardez vos intentions dans l'ombre. Lors d'un déjeuner d'équipe, un collègue un peu trop curieux vous demande « Alors, tu penses quoi du nouveau projet de la direction? Tu as l'air sceptique. » Le naïf donne son opinion honnête, révélant ses doutes et ses alliances potentielles. Le stratège répond avec un léger sourire « C'est une initiative audacieuse. J'observe comment les choses se mettent en place. » Cette réponse ne révèle rien. Elle est positive en surface, mais neutre en profondeur. Elle vous laisse toutes les options ouvertes et force l'autre à se demander ce que vous savez qu'il ignore. Partagez des faits, jamais vos réelles motivations. Votre esprit est une forteresse. N'en donnez jamais les clés. 3. Le silence de valeur. Chaque fois que vous vous justifiez, vous vous soumettez. La justification est une demande de validation déguisée. C'est un signal de faiblesse qui dit à l'autre « S'il te plaît, approuve ma décision car je ne suis pas assez sûr de moi pour qu'elle tienne seule. » Un acte de bonté, un refus ou une décision ne devrait jamais être suivi d'un plaidoyer. Le silence qui suit votre action en amplifie la puissance. Il la laisse résonner. Il force l'autre à interpréter votre geste sans votre aide, et cette interprétation se fera toujours à l'aune de la force que vous projetez. Ne pas expliquer pourquoi vous avez aidé quelqu'un rend votre aide plus pure et plus puissante. Ne pas expliquer pourquoi vous refusez rend votre refus inattaquable. Le pouvoir ne s'explique pas, il s'exerce. Vous avez passé une soirée à aider un ami à déménager. Épuisé, vous recevez un message le lendemain. « Merci encore, je ne sais pas comment. J'aurais fait sans toi. » La réponse faible serait « Oh, ce n'est rien, ça me fait plaisir, les amis, c'est fait pour ça. » Vous minimisez votre sacrifice. La réponse puissante est « de rien. » Point. Ce simple mot, sans fioriture, donne à votre effort tout son poids. Il dit « Oui, c'était un effort, et je l'ai fait pour toi. » L'acte n'est pas dilué par des justifications mielleuses. Laissez votre action parler. Le silence est le cadre qui lui donne toute sa valeur. Écrivez dans les commentaires. Je refuse de me justifier. 4. L'économie de la faveur. Ce qui est abondant est méprisé. Ce qui est rare est précieux. C'est la loi la plus fondamentale de l'économie et elle s'applique parfaitement à votre capital social. Si vous êtes toujours disponible, toujours prêt à rendre service, votre oui perd toute sa valeur. Il devient une attente, un standard. Votre disponibilité n'est plus une faveur, c'est une commodité.
Pour regagner de la valeur, vous devez créer de la rareté. Vous devez apprendre à dire non plus souvent que oui. Un non prononcé sans agressivité mais avec fermeté recalibre instantanément la perception que les autres ont de vous. Il leur rappelle que votre temps, votre énergie et vos compétences sont des ressources limitées et précieuses que vous seul contrôlez. Chaque oui que vous accorderez par la suite sera perçu non comme un dû, mais comme un privilège. Votre cercle d'amis compte toujours sur vous pour organiser les sorties. C'est vous qui réservez, qui appelez, qui confirmez. Un jour, quelqu'un lance dans le groupe « On fait quoi ce week-end » Le silence s'installe. Tout le monde attend votre initiative. Cette fois, vous ne répondez pas. Ou vous répondez simplement « Je ne suis pas disponible pour organiser cette fois ». Le léger chaos qui s'ensuit est la preuve de votre valeur. Il réalise soudain que votre effort n'était pas acquis. Votre absence momentanée a créé plus de respect que votre présence constante. Apprenez à dire « Je ne peux pas cette fois », sans donner la moindre justification. Votre temps vous appartient. 5. Le test du miroir. Dans une interaction, celui qui investit le plus d'énergie émotionnelle est celui qui perd le contrôle. Les gens naïfs, face à quelqu'un de froid ou de distant, font l'erreur de surcompenser. Ils deviennent plus chaleureux, plus souriants, plus expressifs, dans l'espoir de détendre l'atmosphère. C'est une erreur fatale. Vous signalez votre besoin d'approbation et vous donnez à l'autre le pouvoir de dicter la température émotionnelle de l'échange. La stratégie du miroir consiste à refléter l'attitude de votre interlocuteur. S'il est froid et transactionnel, soyez poli, professionnel, mais tout aussi concis. S'il est chaleureux, permettez-vous un peu de chaleur en retour. Vous ne vous adaptez pas pour plaire, vous vous synchronisez pour neutraliser. Vous montrez que vous êtes capable de jouer sur son terrain, selon ses règles. Cela crée un rapport de force équilibré et force le respect. Vous êtes en réunion avec un supérieur qui ne vous regarde jamais, répond à vos questions par des phrases d'un mot et semble totalement désintéressé. L'instinct est de parler plus, de sourire plus, de prouver votre valeur. Ne le faites pas. Adoptez son économie de mots. Présentez vos points de manière factuelle, concise, sans fioriture émotionnelle. Répondez à ses questions directement. En miroitant son attitude, vous cessez d'être un subordonné en quête de validation et devenez un égal qui respecte les codes de l'échange. Adaptez votre masque à votre public. Ne soyez jamais plus investi émotionnellement que la personne en face de vous. 6. Le retrait stratégique. Les gens ne comprennent la valeur d'une chose qu'au moment où ils la perdent. C'est le principe de l'aversion à la perte. Tant que vous êtes présent, disponible et fiable, on vous prend pour acquis. Votre présence devient une partie du décor. Pour rappeler votre importance, vous devez parfois orchestrer votre propre absence. Le retrait stratégique n'est pas une bouderie, c'est une manœuvre de pouvoir calculée. Lorsque vous sentez que votre contribution est sous-évaluée, que votre gentillesse est exploitée, retirez-la. Cessez de proposer des solutions, cessez d'être la personne ressource, devenez temporairement un fantôme fonctionnel. Votre silence et votre inactivité créeront un vide. Ce vide est une arme. Il forcera les autres à prendre conscience de tout ce que vous faisiez et que personne ne remarquait. Votre retour, si vous le décidez, se fera à de nouvelles conditions. Dans votre famille, vous êtes celui ou celle qui se souvient des anniversaires, qui organise les cadeaux communs, qui maintient le lien. Mais personne ne le reconnaît jamais. À l'approche de l'anniversaire d'un parent, ne faites rien. N'envoyez pas de message de rappel, n'initiez pas de cagnotte, laissez la date approcher. Le jour J, quand la réalisation paniquée frappera les autres, ils comprendront votre rôle invisible. Votre absence aura plus d'impact que toutes vos actions passées. Votre absence doit leur coûter plus cher que votre présence. C'est ainsi que l'on enseigne votre valeur. 7. La gentillesse ciblée. Ceci est le principe qui sépare les amateurs des maîtres. La gentillesse n'est pas une œuvre de charité, c'est un investissement. La distribuer à tout le monde de manière égale, c'est comme arroser le désert. C'est un gaspillage de ressources. La gentillesse, stratégique et ciblée. Elle est réservée à deux catégories de personnes, les puissants et les loyaux. Soyez exceptionnellement serviables avec ceux qui ont une influence sur votre avenir, car cela crée des alliés dans les hautes sphères. Et soyez férocement bons avec ceux qui ont prouvé leur loyauté envers vous, car cela solidifie votre base de pouvoir. Pour tous les autres, la foule, les inconnus, les neutres, offrez une politesse professionnelle, mais rien de plus. Votre énergie est finie. L'investir dans des personnes qui ne peuvent ni vous aider ni vous nuire est une perte nette. C'est contre-intuitif,
mais c'est la réalité du pouvoir. Au bureau, ne perdez pas votre temps à aider le collègue qui se plaint constamment et n'a aucune influence. Investissez plutôt ce temps à rendre un service impeccable à l'assistant de direction. Cette personne est le gardien de l'accès et de l'information. Une bonne relation avec elle vous ouvrira des portes que des années de travail acharné ne pourraient déverrouiller. Votre gentillesse n'est pas un acte moral, c'est un placement. Votre gentillesse est un capital. Investissez-le là où le rendement est le plus élevé. 8. Le regard du juge. Le naïf accorde sa confiance par défaut et ne la retire qu'après avoir été trahi. Le stratège part du principe que la confiance est une ressource qui doit être méritée, jamais donnée. Avant d'offrir votre aide, votre temps ou votre vulnérabilité à quelqu'un, observez-le. Devenez un juge silencieux de son caractère. Comment traite-t-il les gens qui ne peuvent rien pour lui? Tient-il ses petites promesses? Est-il discret sur les informations qu'on lui confie? Les gens révèlent leur vraie nature dans les détails. Votre travail est de collecter ces données avant de faire le moindre investissement émotionnel ou social. L'observation passive est votre outil le plus puissant. Elle vous permet de cartographier le terrain social, d'identifier les alliés potentiels, les menaces et les neutres, avant même de jouer votre premier pion. Vous intégrez un nouveau cercle d'amis ou une nouvelle équipe. Pendant les premières semaines, votre rôle n'est pas de plaire, mais d'observer. Parlez peu, écoutez beaucoup. Regardez qui prend le crédit du travail des autres, qui propage les rumeurs, qui défend les absents. Ne proposez votre aide à personne tant que vous n'avez pas une lecture claire de la dynamique du pouvoir et de la fiabilité de chaque individu. Votre gentillesse initiale doit être une politesse distante, une façade neutre derrière laquelle vous analysez. La confiance se mérite par des actes, pas par des mots. Soyez le juge, pas le candidat. 9. La frontière du respect. Vos limites personnelles ne sont pas des suggestions, ce sont les frontières de votre territoire. Les gens gentils pensent que fixer des limites est un acte d'agression. C'est le contraire. Ne pas fixer de limites claires est une invitation à l'invasion. Chaque fois que quelqu'un dépasse une limite et que vous ne réagissez pas, vous lui enseignez qu'il peut aller plus loin la prochaine fois. Le respect ne naît pas de votre capacité à tout endurer, mais de votre volonté de ne rien tolérer qui vous diminue. Fixer une frontière n'a pas besoin d'être violent. Cela peut être fait avec une question froide et précise qui remet la pression sur l'agresseur et le force à se justifier. C'est un renversement de pouvoir instantané. Lors d'une réunion, un collègue fait une blague sur votre travail, juste à la limite du manque de respect. Le rire gêné est la réponse attendue, la réponse faible. La réponse puissante est de le regarder calmement, sans émotion, et de demander d'une voix neutre « Peux-tu m'expliquer ce que tu trouves drôle ?» Cette simple question désamorce l'humour, expose la potentielle malveillance et met le collègue sous les projecteurs. Il est maintenant celui qui doit se justifier. Vous n'avez pas attaqué, vous avez simplement tenu votre frontière. Ne protégez pas vos limites. Affichez-les. Une frontière visible n'a pas besoin d'être défendue. 10. La dette émotionnelle. Un acte de bonté n'est pas une transaction qui se clôture par un merci. C'est l'ouverture d'un compte. Quand vous rendez un service significatif à quelqu'un, surtout dans un moment de crise ou de vulnérabilité, vous créez une dette émotionnelle. Le naïf s'empresse de la minimiser en disant « ce n'est rien », annulant ainsi la dette. Le stratège la laisse ouverte. Il accepte les remerciements avec gravité et répond par une phrase qui maintient l'obligation en suspens. Cette dette silencieuse est un levier de pouvoir. Elle ne doit pas être utilisée pour des choses triviales, mais gardée en réserve. La personne qui vous est redevable sera plus encline à vous soutenir, à vous défendre et à vous accorder des faveurs à l'avenir, non pas par manipulation, mais par un désir subconscient d'équilibrer la balance. Un collègue est submergé et risque de manquer une échéance cruciale. Vous intervenez et l'aidez à sauver la situation. Il vous remercie avec effusion. Au lieu de dire « de rien, c'est normal », vous le regardez et dites calmement « je sais que tu ferais la même chose pour moi ». Cette phrase ne ferme pas la boucle. Elle la transforme en une alliance, une reconnaissance de dette mutuelle. Vous n'avez rien demandé, mais vous avez établi qu'un jour, l'ascenseur pourrait être renvoyé. Ne fermez jamais une transaction de bonté. Laissez la dette créer un lien de pouvoir silencieux. Vous avez maintenant les lames. Mais l'arme véritable n'est pas dans ces 10 principes. Ce sont simplement des outils. La véritable arme, celle qui change tout, c'est le vide que vous créez en vous. C'est votre capacité à ne plus rien ressentir face à leurs provocations. Votre gentillesse n'a pas disparu. Elle est simplement devenue inaccessible,
enfermés derrière un mur de glace. Votre nouvelle nature n'est pas la méchanceté, mais une impassibilité chirurgicale. Ils attendaient une réaction, une justification, une fissure. Vous ne leur offrez qu'un miroir poli qui leur renvoie leur propre laideur. C'est cela, la source du pouvoir. Observez maintenant leur réaction. C'est un spectacle fascinant. D'abord, l'incompréhension. Ils essayent les anciennes techniques, la culpabilisation, la flatterie, la pression sociale. Mais les boutons sur lesquels ils appuyaient ne répondent plus. Puis vient la frustration. Votre silence les rend fous. Ils ne peuvent pas vous lire, pas vous anticiper. Votre calme est une agression passive qu'ils ne savent pas comment combattre. Ils vous accusent d'être devenus froids, distants, différents. C'est leur manière de dire « tu ne m'appartiens plus ». Leur confusion est la première preuve tangible de votre nouvelle souveraineté. L'ennemi perd alors le contrôle. Celui qui comptait sur votre gentillesse pour se sentir supérieur se retrouve face à un mur. Sans votre validation émotionnelle pour se nourrir, son ego se dégonfle. Il devient nerveux, maladroit, parfois même ouvertement hostile, tentant une dernière manœuvre désespérée pour vous faire réagir. Chaque insulte qu'il vous lance, chaque tentative de vous rabaisser n'est qu'un aveu de sa défaite. Il a perdu son pouvoir sur vous, car il a perdu le contrôle de lui-même. Vous avez gagné non pas en l'attaquant, mais en lui retirant l'oxygène de votre réaction. Ses lois sont immuables. Le pouvoir ne se donne pas, il se prend par le silence. Le respect ne se demande pas, il s'impose par la distance. La véritable force n'est pas de savoir quand parler, mais de savoir quand ne plus rien avoir à prouver. Vous n'êtes plus une cible, parce que vous n'êtes plus une variable émotionnelle dans leur équation. Vous êtes devenu une constante, une force tranquille et inébranlable. Et maintenant que vous avez ce pouvoir, qu'allez-vous en faire? La question n'est plus de savoir comment vous défendre, c'est de décider comment vous allez régner. Vous n'êtes plus la personne qui espère être respectée. Vous êtes devenu l'architecture même du respect. Votre gentillesse n'a pas disparu. Elle a été purgée de sa naïveté. Elle n'est plus une porte ouverte à tous les vents, mais le trésor, gardé au plus profond de votre forteresse. Vous ne l'offrez plus par défaut. Vous l'accordez comme un privilège royal, un acte de pouvoir qui renforce celui qui le reçoit et affirme la souveraineté de celui qui le donne. Vous êtes passé du statut de ressource à celui de source. Les autres ne viennent plus à vous pour prendre, ils viennent pour mériter. Votre regard n'est plus celui de la proie qui cherche une issue, mais celui du joueur d'échecs qui voit 10 coups à l'avance. Votre silence n'est plus un vide, mais une pression. Votre calme n'est plus une faiblesse, mais l'arme la plus déstabilisante de votre arsenal. Ils vous regardent et ne comprennent pas le changement. Ils sentent une autorité nouvelle, une densité qu'ils ne peuvent percer. Vous êtes devenu ce que vous admiriez chez les autres, une énigme dont la solution est le pouvoir. Il n'y a pas de retour en arrière. Cette connaissance est un poison pour la naïveté. Vous ne pourrez plus jamais ignorer les micro-agressions, les tests de loyauté déguisés, les flatteries intéressées. Vous voyez désormais les ficelles derrière le théâtre social. Chaque conversation est une négociation, chaque silence une stratégie. C'est une vision du monde plus froide, plus dure, mais infiniment plus claire. Vous avez échangé le confort de l'illusion contre la lucidité du pouvoir. C'est un chemin solitaire. La masse continuera de croire aux contes de fées de la bonté universelle, se faisant dévorer chaque jour. Vous marchez désormais à leur côté, mais vous n'êtes plus des leurs. Vous êtes un observateur, un stratège, un gardien de votre propre royaume. Le prix de votre invulnérabilité est de ne plus jamais pouvoir être aveugle. Ce n'est pas une leçon que vous avez apprise, c'est une identité que vous avez forgée. C'est le moment de la sceller. Ce n'est pas pour moi ni pour les autres, c'est pour vous. C'est l'acte final qui grave cette transformation dans la pierre. Allez dans les commentaires et écrivez cette déclaration. Faites-en votre nouveau credo. Écrivez. Ma bonté est un privilège que j'accorde. Mon silence est la forteresse où je règne. Chaque fois que vous douterez, revenez à ces mots. Ils sont le rappel de qui vous êtes devenu. Une force que l'on ne peut ni ignorer, ni manipuler, ni briser. C'est votre serment, votre nouvelle réalité. Souvenez-vous de ceci quand vous sentirez le mépris des autres tenter de vous atteindre. Il ne rit jamais de celui qui reste silencieux. Arrêtez ce que vous faites. On vous a menti. On vous a dit d'être gentil, mais on a oublié de vous dire la vérité. Dans l'arène sociale, votre gentillesse est une invitation au mépris. Ce qui va suivre va soit vous transformer à jamais, soit vous laisser enchaîner à cette faiblesse pour les 10 prochaines années. Le choix vous appartient. Vous connaissez ce sentiment.
cette brûlure froide dans la poitrine, ce collègue qui s'approprie votre travail après que vous l'ayez aidé, cet ami qui n'appelle que pour un service, puis disparaît, ce partenaire qui piétine vos limites parce qu'il sait que vous finirez par céder. Vous donnez et ils prennent, vous vous pliez et ils vous brisent. Ce n'est pas de la malchance, c'est un schéma que vous avez autorisé. Ils voient votre gentillesse non comme une qualité, mais comme une faille à exploiter. Chaque acte de bonté que vous offrez sans calcul est une brique de moins à votre forteresse. Vous pensez construire des ponts, mais vous ne faites qu'exposer vos faiblesses. Il y a 500 ans, un homme a écrit les règles de ce jeu. Nicolas Machiavel n'était ni bon ni mauvais. Il était un observateur implacable de la nature humaine. Il a compris que le pouvoir ne répond pas aux intentions, mais aux perceptions. Une de ses leçons, traduite pour notre époque, est la suivante. Dans un monde où les loups se déguisent en agneaux, la bonté sans armure n'attire pas le respect. Elle attire l'appétit des prédateurs. Ce que je vais vous révéler maintenant n'est pas une invitation à devenir cruel, c'est une invitation à devenir stratégique. Vous allez cesser d'être un livre ouvert que tout le monde peut lire et annoter. Vous deviendrez une forteresse. Votre gentillesse ne sera plus un défaut de fabrication, mais une arme que vous ne sortirez que pour ceux qui en sont dignes. Une fois que vous aurez vu le monde à travers ce prisme, il n'y aura pas de retour en arrière. Vous verrez les ficelles. C'est le prix à payer pour ne plus jamais être la proie. Voici les 8 lois qui vont reforger votre réalité. 1. Le principe du don calculé. Votre gentillesse est une monnaie. Cessez de la distribuer comme si elle était sans valeur. La psychologie humaine est câblée pour la réciprocité, mais seulement lorsque le don est perçu comme significatif. Un acte de bonté. Gratuit et systématique n'active pas la dette sociale. Il établit simplement une nouvelle norme, où votre aide est attendue. Chaque oui doit avoir un but qui vous sert. Imaginez cette scène. Un collègue a besoin d'aide sur un projet invisible qui ne vous apportera rien. Un autre vous demande votre avis sur une présentation qu'il doit faire au comité de direction. Le naïf aide le premier. Le stratège aide le second, sachant que son nom sera mentionné dans une pièce où les décisions se prennent. Avant chaque acte de bonté, posez-vous cette seule question. Quel est le retour sur investissement social pour moi? 2. L'armure de l'ambiguïté. Un livre ouvert est un livre sans valeur. La prévisibilité est la mort du pouvoir. Les gens ne respectent pas ce qu'ils comprennent entièrement. Ils respectent ce qui leur échappe. En cultivant une part de mystère, vous obligez les autres à dépenser de l'énergie mentale pour vous déchiffrer. Cette incertitude est une armure. Elle décourage les manipulateurs. Lorsqu'on vous pose une question trop personnelle, ne donnez pas votre opinion honnête. Répondez avec un léger sourire. C'est une longue histoire. Cette réponse ne révèle rien. Elle vous laisse toutes les options ouvertes et force l'autre à se demander ce que vous savez qu'il ignore. Partagez des faits, jamais vos réelles motivations. Votre esprit est une forteresse. N'en donnez jamais les clés. 3. Le silence de valeur. Chaque fois que vous vous justifiez, vous vous soumettez. La justification est une demande de validation déguisée. C'est un signal de faiblesse. Un acte de bonté ou un refus ne devrait jamais être suivi d'un plaidoyer. Le silence qui suit votre action en amplifie la puissance. Vous avez rendu un grand service. Ne dites pas « Oh, ce n'était rien, ça me fait plaisir ». Dites simplement « de rien » et changez de sujet. Ce simple mot sans fioriture donne à votre effort tout son poids. L'acte n'est pas dilué. Laissez votre action parler. Le fa. Silence est le cadre qui lui donne toute sa valeur. Écrivez dans les commentaires. Ma bonté est une arme, pas une faiblesse. 4. L'économie de la faveur. Ce qui est abondant est méprisé. Ce qui est rare est précieux. Si vous êtes toujours disponible, votre oui perd toute sa valeur. Il devient une attente. Pour regagner de la valeur, vous devez créer de la rareté. Vous devez apprendre à dire non. Un non prononcé sans agressivité mais avec fermeté recalibre instantanément la perception que les autres ont de vous. Chaque oui que vous accorderez par la suite sera perçu non comme un dû mais comme un privilège. Apprenez à dire « je ne peux pas cette fois » sans donner la moindre justification. Votre temps vous appartient. 5. Le test du miroir. Celui qui investit le plus d'énergie émotionnelle perd le contrôle. Le naïf, face à quelqu'un de froid, surcompense avec de la chaleur. C'est une erreur fatale. Vous signalez votre besoin d'approbation. La stratégie du miroir consiste à refléter l'attitude de votre interlocuteur. S'il est froid, soyez poli, professionnel, mais tout aussi concis. Vous ne vous adaptez pas pour plaire, vous vous synchronisez pour neutraliser. Face à un supérieur distant,
N'essayez pas de prouver votre valeur en parlant plus. Adoptez son économie de mots. Présentez vos points de manière factuelle. Vous cessez d'être un subordonné en quête de validation et devenez un égal. Adaptez votre masque à votre public. 6. Le retrait stratégique. Les gens ne comprennent la valeur d'une chose qu'au moment où ils la perdent. Tant que vous êtes présent et fiable, on vous prend pour acquis. Pour rappeler votre importance, vous devez orchestrer votre propre absence. Lorsque vous sentez que votre contribution est sous-évaluée, retirez-la. Devenez temporairement un fantôme fonctionnel. Votre silence créera un vide. Un groupe compte sur vous pour tout organiser sans jamais vous remercier. Arrêtez de le faire. Le léger chaos qui s'ensuivra est la preuve de votre valeur. Votre absence doit leur coûter plus cher que votre présence. C'est ainsi que l'on enseigne votre valeur. Commentez. Je choisis à qui j'offre mon respect. 7. La gentillesse ciblée. Ceci est le principe qui sépare les amateurs des maîtres. La gentillesse n'est pas une œuvre de charité, c'est un investissement. La distribuer à tout le monde, c'est comme arroser le désert. La gentillesse stratégique est ciblée. Elle est réservée à 2 catégories de personnes, les puissants et les loyaux. Soyez exceptionnellement serviables avec ceux qui ont une influence sur votre avenir, et soyez férocement bons avec ceux qui ont prouvé leur loyauté. Pour tous les autres, offrez une politesse professionnelle, mais rien de plus. Au bureau, ne perdez pas votre temps à aider le collègue qui se plaint. Investissez ce temps à rendre un service impeccable à l'assistant de direction. Cette personne est le gardien de l'accès et de l'information. Votre gentillesse n'est pas un acte moral, c'est un placement. 8. Le regard du juge. Le naïf accorde sa confiance par défaut. Le stratège part du principe que la confiance se mérite. Avant d'offrir votre aide, observez. Devenez un juge silencieux du caractère. Comment traite-t-il les gens qui ne peuvent rien pour lui? Tient-il ses promesses? Les gens révèlent leur vraie nature dans les détails. Votre travail est de collecter ces données avant de faire le moindre investissement. Dans un nouveau groupe, observez les dynamiques pendant une semaine avant de proposer votre aide à qui que ce soit. Parlez peu, écoutez beaucoup. La confiance se mérite par des actes, pas par des mots. Soyez le juge, pas le candidat. Vous êtes passé du statut de ressource à celui de source. Les autres ne viennent plus à vous pour prendre, ils viennent pour mériter. Votre regard n'est plus celui de la proie, mais celui du joueur d'échecs qui voit 10 coups à l'avance. Votre calme n'est plus une faiblesse, mais l'arme la plus déstabilisante de votre arsenal. Ils vous regardent et ne comprennent pas le changement. Ils sentent une autorité nouvelle, une densité qu'ils ne peuvent percer. Vous êtes devenu ce que vous admiriez chez les autres, une énigme dont la solution est le pouvoir. Il n'y a pas de retour en arrière. Cette connaissance est un poison pour la naïveté. Vous voyez désormais les ficelles derrière le théâtre social. C'est une vision du monde plus froide, plus dure, mais infiniment plus claire. Vous avez échangé le confort de l'illusion contre la lucidité du pouvoir. Le prix de votre invulnérabilité est de ne plus jamais pouvoir être aveugle. Cette transformation doit être scellée. Allez dans les commentaires et déclarez votre nouvelle identité. Écrivez « Mon silence est ma nouvelle réponse ». C'est votre serment, votre nouvelle réalité. Souvenez-vous de ceci. Le lion ne se justifie pas d'être un lion. Et votre gentillesse, désormais, n'appartient qu'à ceux qui la méritent. Les autres n'auront que votre silence.